Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Votre Excellence, Monsieur et Madame le corps diplomatique, je vous remercie aussi de votre participation. Également, je remercie Maître Bruno, notre conseiller scientifique de l'Académie géopolitique de Paris, il a organisé avec ses contacts que nous avons bénéficié de la présence de son Excellence, Monsieur Ali Ounaner, que nous avons l'honneur de recevoir. Et je remercie également son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie, qui a accepté notre invitation pour exprimer ses points de vue concernant les relations entre la France et la Turquie. La Turquie, comme vous le savez, était à une époque de leadership du monde islamique. Même aujourd'hui aussi, il se manifeste comme leadership du monde du Moyen-Orient, aussi l'Asie centrale. Et certainement, son Excellence, il va nous expliquer la relation de la Turquie avec la France, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le monde arabe, avec la Chine, certainement avec la Russie. Son Excellence, il est francophone, il est diplômé de l'établissement Charles de Gaulle en Turquie. Aussi, il a suivi ses études à Genève, à l'ENA, et il a commencé ses activités politiques, diplomatiques, en 1995, avec 3 missions en France, et on a l'honneur de recevoir et écouter ses interventions. Vous avez la parole, Votre Excellence. Merci beaucoup, Président. Merci à tous les participants qui ont montré l'intérêt et qui vont, j'espère, poser des questions qui pourront donc continuer le débat. Je remercie aussi l'Académie géopolitique de Paris pour donner cette occasion, grâce à son président, à toute son équipe qui ont fixé cette date pour que nous puissions parler de la Turquie, des relations de la Turquie avec ses voisins, avec sa région, avec la France où nous nous trouvons. Donc, peut-être commencer par dire ce qu'est la Turquie. La Turquie est une république qui d'ailleurs va bientôt fêter les 100 ans de la fondation de cette république. La Turquie est un pays européen, candidate à l'Union européenne, membre fondateur du Conseil de l'Europe qui se trouve à Strasbourg, membre de l'OTAN, donc on parlera plus en détail de l'OTAN, mais la Turquie est le membre européen le plus indispensable de l'OTAN. La Turquie est la plus grande armée européenne au sein de l'OTAN. Et toutes ces qualités, toutes ces spécificités de la Turquie ne sont pas un frein, une limitation, au contraire, pour que la Turquie ait une présence forte, des relations très fortes avec toute sa région. Vous avez cité le Moyen-Orient, vous avez cité l'Asie,
Aujourd'hui, nous pouvons parler d'Afrique, même d'Amérique latine. Donc, la Turquie bénéficie aussi du fait de se trouver géographiquement aussi bien en Europe qu'en Asie. Et la Turquie, par rapport à sa politique étrangère, à son approche aux questions internationales, a, depuis la création de la République, depuis 100 ans, une approche modeste et positive, qui est très bien résumée dans le motto utilisé par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, qui consiste à dire que notre objectif est d'avoir la paix dans le pays et la paix dans le monde. Yurtta sulh, cihanda sulh. Et si nous suivons l'évolution de la politique étrangère turque durant les années, malgré certaines perceptions différentes qu'on a pu avoir, et je vais y faire référence, la Turquie a toujours suivi, privilégié cet objectif. Alors, quand nous avons dit que la Turquie établit sa politique étrangère sur cette approche modeste et positive, nous nous retrouvons aussi avec une perception que nous rencontrons depuis grosso modo une dizaine d'années, où certains de nos interlocuteurs, de nos alliés, de nos partenaires, notamment en Europe, perçoivent la Turquie comme ayant des ambitions néo-ottomanes, comme ayant une politique expansionniste. Donc je vais tenter d'expliquer, entre autres, pourquoi ces perceptions ne sont pas fondées. Tout en tentant de comprendre avec vous et de soumettre à vos critiques et à vos considérations mes tentatives d'explication pourquoi nous nous sommes rencontrés avec de telles perceptions. Et puis ça permettra aussi de faire référence à des difficultés que nous avons eues dans nos relations avec l'un de nos plus grands alliés européens, notre partenaire, la France, où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, nous aurons tous un intérêt en plus supplémentaire à peut-être passer en revue les relations entre la Turquie et la France. Vous l'avez peut-être observé, nous avons dépassé une période de tension jusqu'à il y a 2 ans entre mon pays, la Turquie, et la France. Période de tension que nous avons, et je m'en félicite, réussi à dépasser de nos jours. Mais cette période de tension que nous avons constatée est aussi liée à cette perception de la Turquie que nous considérons injustifiée, qui consistait à penser que la Turquie aurait commencé à avoir des ambitions néo-ottomanes et expansionnistes. Alors, je veux commencer par dire que quand il y a une telle perception, on ne peut pas seulement en prendre pour responsable la partie en face qui a cette perception. S'il y a une telle perception que j'estime injustifiée, c'est aussi mon travail, c'est aussi la responsabilité de la Turquie d'expliquer et donc d'apporter les éléments pour confirmer, pour convaincre les interlocuteurs, les partenaires, que la Turquie n'a pas une telle posture. Alors, quand nous réfléchissons à pourquoi on a pu avoir une telle perception de l'action de la Turquie, on peut citer l'exemple
de la Syrie, par exemple. Beaucoup de nos partenaires ont eu l'impression, certains l'ont toujours aujourd'hui à tort, que la Turquie aurait pu avoir des ambitions expansionnistes en Syrie. Que la Turquie aurait des projets liés au territoire syrien. Eh bien, je considère que le cas syrien est un très bon exemple pour venir à ma tentative d'explication de pourquoi certaines actions de la Turquie ont été mal comprises. Alors, essayons de voir quelles étaient les relations de la Turquie avec la Syrie, jusqu'en 2011 notamment, et qu'est-ce qui a fait évoluer ces relations jusqu'à créer la perception que la Turquie aurait des ambitions expansionnistes sur le territoire syrien. Vous le savez peut-être, jusqu'en 2011, la Turquie, le gouvernement turc, avait les relations les plus proches avec le gouvernement syrien. Nos gouvernements organisaient des réunions régulières. Donc les gouvernements des deux pays se réunissaient et organisaient presque des conseils ministériels communs pour traiter des sujets comme deux pays voisins. Ça ne veut pas dire que nous avions les mêmes positions sur tous les sujets avec notre voisin syrien. Mais en tout cas, nous avions une réelle volonté d'avoir les meilleures relations de voisinage possibles avec la Syrie. Mais que s'est-il passé en 2011 ? Ce n'est pas la Turquie qui, un beau jour, a changé de politique et a commencé à avoir des ambitions différentes. Je veux là faire référence à ce qu'on a par après appelé printemps arabe. En fait, c'est ce phénomène, appelé printemps arabe, qui a fait qu'il y a eu une évolution importante dans plusieurs pays de la région, à commencer par la Tunisie, la Libye aussi, l'Égypte surtout, et c'est arrivé jusqu'à la Syrie. Alors on ne peut pas prendre non plus comme responsable le mouvement appelé printemps arabe de l'instabilité en Syrie. Mais le fait est que les réponses maladroites apportées par les dirigeants syriens à ce qu'ils percevaient du printemps arabe ont fait que la Syrie, notre voisin avec lequel nous avons 900 km de frontières, est devenue une grande source d'instabilité. Et on peut aussi, pour donc soutenir le lien que je fais avec les positions de la Turquie et le phénomène qu'on a appelé le printemps arabe, on peut aussi donner l'exemple de la Libye. Durant ces 2-3 dernières années, les politiques menées par la Turquie en Libye pour apporter ce soutien à la stabilité de la Libye ont aussi parfois été perçus à tort comme un élan néo-ottoman ou de l'expansionnisme. En fait, ce que la Turquie a ressenti le besoin de faire en Libye, s'est retrouvé obligé de prendre comme mesure en Libye, sont aussi des conséquences liées au printemps arabe. Donc, M. Kadhafi, à l'époque, était peut-être un interlocuteur peu commode, mais cela n'empêchait pas d'avoir de bonnes relations entre la Turquie et les dirigeants libyens, y compris M. Kadhafi. Ce n'est pas à la Turquie d'imaginer ce que d'autres appellent le régime change. La Turquie n'a eu aucune ambition de telle sorte en Libye.
avant que ce mouvement de printemps arabe et les réponses maladroites apportées par les dirigeants à ce phénomène déstabilisent toute la région. Donc, deux exemples concrets où ce qui a été perçu comme hostile ou expansionniste dans l'action de la Turquie est en fait causé par le printemps arabe. Vous avez dit la Turquie est considérée comme exemple, comme leader par certains pays. Nous n'avons jamais eu cette prétention. Mais après le printemps arabe, certains gouvernements, certains partis politiques arrivés au pouvoir après ce mouvement démocratique ont cité la Turquie comme exemple. Et nous nous sommes retrouvés pris pour exemple presque malgré nous. Nous avons sûrement fait des erreurs de notre côté aussi. Nous aurions peut-être pu mieux gérer nos relations avec certains pays et nous avons tardé peut-être à reconstruire nos bonnes relations avec d'autres pays. Mais tout ça pour vous dire que la Turquie n'a jamais eu, n'aura jamais d'ambition expansionniste ou de projet néo-ottoman parce que la Turquie est fière de sa république moderne qui aura bientôt 100 ans. La Turquie est aussi fière de son héritage ottoman, mais n'a aucune ambition de recréer une quelconque nouvelle Turquie qui ressemblerait à l'Empire ottoman. Ce n'est absolument pas le cas. Alors, j'ai cité les derniers exemples où l'action de la Turquie a pu être mal comprise. Un autre élément important dans l'évolution des relations de la Turquie avec l'Europe occidentale est le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc vous le savez, la Turquie est candidate à l'Union européenne et donc elle négocie avec l'Union européenne pour devenir membre à part entière depuis près de 20 ans. Alors aujourd'hui, certains s'étonnent même qu'on parle du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. D'autres pensent à tort que le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est interrompu. Ceux qui s'intéressent légèrement plus à la question savent que le processus de négociation pour une adhésion à l'Union européenne continue, mais qu'elle n'avance pas. Et le constat que je trouve erroné, que certains tentent de faire, c'est de dire que la Turquie n'aurait pas rempli les conditions, n'aurait pas répondu à certaines exigences pour devenir membre, ou pour que son processus d'adhésion progresse. Alors, là, je me permettrai de faire un commentaire qui va peut-être sembler dur, mais et je la soumets à votre considération pour les questions que vous pourrez avoir par la suite. On peut effectivement penser, dans les opinions publiques d'Europe occidentale, que la Turquie n'atteint pas le niveau requis sur différents domaines et que du coup, elle ne peut pas prétendre à devenir membre. Mais pour que cette tentative d'explication soit prise en considération, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de poser la question suivante.
il faut que les opinions publiques occidentales aient l'honnêteté intellectuelle de poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, si la Turquie avait rempli toutes les conditions, les pays membres de l'Union européenne actuellement, aujourd'hui, seraient capables d'accepter la Turquie comme membre? Donc imaginez que la Turquie remplit toutes les conditions pour devenir membre de l'Union européenne. Est-ce que les opinions publiques des pays membres de l'Union européenne ont la maturité suffisante, sont prêts à accepter la Turquie comme membre, comme cela a été promis à la Turquie quand l'invitation à la Turquie a été faite. Donc, tenter d'expliquer la lenteur dans le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne par uniquement des manquements que pourrait avoir la Turquie manque d'honnêteté intellectuelle. Je me permets d'insister là-dessus. Ce qui est le plus important, vu depuis la Turquie, c'est que la détermination, l'engagement, la motivation pour devenir membre de l'Union européenne est préservée en Turquie. Parce qu'on aurait pu craindre un rejet du sujet Union européenne. Ce n'est pas le cas. La majorité de l'opinion publique turque est toujours favorable à l'Union européenne, est toujours d'avis qu'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne est favorable d'abord à l'Union européenne, mais aussi à la Turquie. Donc il faut estimer, il faut considérer comme une chance que malgré les maladresses au niveau européen, et malgré, il faut le dire, une certaine perte d'attractivité de l'Union européenne, en Turquie, nous avons toujours une détermination, une motivation pour devenir membre. Mais comme je l'ai dit, le triste constat est que les opinions publiques européennes, des pays membres de l'Union européenne actuellement, ne semblent pas avoir atteint le niveau de maturité pour percevoir l'intérêt pour l'Union européenne d'avoir la Turquie comme membre. Et puis, revenons aussi aux avancées que la Turquie doit accomplir dans ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que la Turquie n'a pas de domaine où elle a besoin de progresser? Bien sûr que si, comme d'autres pays européens d'ailleurs. Bien sûr que la Turquie doit progresser dans plusieurs domaines. Mais là aussi, ce qui est paradoxal, c'est que les domaines sur lesquels la Turquie exprime son engagement, sa motivation à progresser, sont traités par deux des chapitres de négociation pour l'adhésion. Donc si je ne me trompe, c'est les chapitres 23 et 24, où sont traitées les questions d'état de droit, de droits de l'homme. Vous rencontrez parfois des critiques visant la Turquie, demandant à ce que la Turquie progresse sur ces domaines. Mais la Turquie ne demande qu'à adopter l'acquis communautaire sur tous ces domaines, en négociant avec l'Union européenne les chapitres 23 et 24. Encore une fois, on pourrait questionner l'honnêteté intellectuelle en demandant à la Turquie de remplir certaines conditions, tout en refusant à la Turquie de négocier pour adopter l'acquis communautaire sur ces mêmes domaines. Alors pourquoi ce blocage qui est plus technique et politique dans la négociation et l'ouverture à la négociation de chapitres? Alors ça va peut-être être détaillé, mais c'est lié à une erreur que l'Union européenne a faite en 2004.
Quand je discute avec les experts sur cette question et que j'émets l'hypothèse que cette erreur qui a été faite en 2004 est peut-être la plus grande erreur de l'histoire de l'Union européenne, parfois ça suscite une hésitation, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à me donner un autre exemple d'erreur de l'Union européenne qui aurait des conséquences plus graves que celles de 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ? En 2004, il y a eu le plus grand élargissement de l'Union européenne, où 12 nouveaux membres ont intégré l'Union européenne. Et en ayant cet objectif d'accepter comme nouveaux membres 12 pays, l'Union européenne avait aussi une ambition très louable d'encourager la solution du conflit chypriote. Donc le but était de mener parallèlement les négociations de ce qu'on appelait le plan Annan. Donc c'était plan Annan du nom du secrétaire général de l'ONU à l'époque, M. Kofi Annan, qui avait élaboré le plan pour la solution sur Chypre, qui était le plus détaillé, jamais préparé jusqu'à aujourd'hui. Et l'Union européenne avait cette bonne approche de faire bénéficier de l'attractivité que représentait l'Union européenne, le fait de devenir membre de l'Union européenne, aux deux parties sur l'île, donc les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs. Donc le but que tout le monde partageait, c'était d'encourager les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs à s'entendre, adopter le plan Annan et devenir membre de l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne a raté cette occasion. Parce que sans même se rendre compte de la gravité de l'erreur qu'elle faisait, qu'elle commettait, et là, j'insiste, sans même se rendre compte, inciter les Chypriotes grecs à refuser le plan Annan. Parce qu'elle s'est retrouvée, l'Union européenne, dans une situation où, suite aux menaces de certains membres de l'époque, il faut citer la Grèce quand on parle de ce sujet, l'Union européenne, qui avait conditionné l'adhésion de Chypre à l'Union européenne à la solution du problème, a finalement dit la solution et l'adoption du plan Annan n'est pas une condition à l'adhésion. Ce qui consistait à dire aux Chypriotes grecs, si vous adoptez le plan, vous partagez l'île avec les Chypriotes turcs que vous n'aimez pas et vous devenez membre. Mais si vous refusez le plan Annan, l'Union européenne et les 15 membres de l'Union européenne à l'époque seront suffisamment naïfs pour accepter les Chypriotes grecs comme seuls représentants de toute l'île. Et cette erreur a été commise en 2004. Vous le verrez au fur et à mesure dans les années à venir, ça créera d'énormes difficultés à l'Union européenne, pas à la Turquie, à l'Union européenne, parce que, pour citer comme exemple l'une des récentes propositions du président Macron, qui proposait que l'utilisation du droit de veto au sein de l'Union européenne pour les prises de décisions soit plus réduite, eh bien cette réforme ne passera malheureusement jamais à cause des positions que les Chypriotes grecs continueront à prendre. La seule solution à ce problème dans lequel l'Union européenne s'est retrouvée par ses propres erreurs commises en 2004 est d'inciter les Chypriotes grecs à donc trouver une solution, ce que malheureusement l'Union européenne a été incapable de faire en 2017 quand les dernières négociations ont eu lieu. Donc voilà, une parenthèse Union européenne pour rappeler l'engagement et la volonté de la Turquie de devenir membre.
mais aussi faire référence aux difficultés de l'Union européenne elle-même, indépendamment des domaines dans lesquels la Turquie doit bien sûr progresser, mais les difficultés de l'Union européenne elle-même pour accepter la Turquie comme membre, pour que les opinions publiques européennes atteignent le niveau de maturité suffisant pour pouvoir comprendre qu'une adhésion de la Turquie serait à l'avantage de l'Union européenne. Mais tout cela n'empêche pas la Turquie de contribuer à la paix, à la stabilité en Europe. Tout d'abord, les derniers développements ont montré que la sécurité, la défense de l'Europe, de notre continent, ne se fera pas à travers l'Union européenne, comme certains avaient imaginé, espéré, mais dans le cadre de l'OTAN, à travers l'OTAN. Que les Américains, le plus grand membre de l'OTAN, la plus grande armée de l'OTAN devant la Turquie, soient intéressés ou non sur les questions européennes dans le futur, les pays européens, les alliés européens au sein de l'OTAN ont vu la nécessité de suivre les questions sécuritaires et de défense, non pas dans le cadre de l'Union européenne, mais dans le cadre de l'OTAN. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que ce projet de défense européenne est aujourd'hui encore moins vraisemblable. Il suffit de voir, dans la situation actuelle aujourd'hui, où nous avons une guerre qui continue en Ukraine, comment on peut imaginer une défense européenne dans laquelle il n'y aurait pas la Turquie et il n'y aurait pas le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut parler d'une défense européenne sans ces deux grandes armées européennes? Et je rappelle, j'insiste, la Turquie est la plus grande armée européenne au sein de l'OTAN, devant la France, devant le Royaume-Uni et bien devant l'Allemagne. Je parle en effectif. La Turquie contribuera, comme elle tente de le faire aujourd'hui, à la stabilité, à la paix dans sa région, dans le continent européen où elle se trouve. Et donc après avoir dit tout cela, et avant de vous laisser la parole en espérant répondre aux questions les plus difficiles, parce que les questions les plus difficiles suscitent les réponses les plus intéressantes, je veux aussi dire quelques mots sur la situation en Ukraine, les relations de la Turquie avec la Russie, qui est notre plus grand voisin, parce que nous constatons aussi une difficulté de nos partenaires, de nos alliés européens occidentaux, à bien percevoir les relations entre la Turquie et la Russie. S'il fallait juste citer l'exemple de la crise, de la guerre ukrainienne. Donc, est-ce que la Turquie se trouve à distance égale de la position ukrainienne, de la position russe par rapport à ce conflit? Est-ce que la Turquie est totalement neutre par rapport à ce conflit? Est-ce que les efforts que la Turquie tente de faire sont les conséquences d'une neutralité de la Turquie? Alors je pense, sans devoir dire quoi que ce soit de nouveau sur la question, il suffit de regarder ce que la Turquie a toujours dit depuis le début. Quand je dis le début,
je parle de 2014, quand la Crimée a été occupée. La Turquie, tout en ayant des relations proches avec son plus grand voisin, qui est la Russie, a été le pays occidental à exprimer de la manière la plus claire, la plus forte, qu'elle n'acceptait pas, qu'elle n'accepterait pas l'occupation de la Crimée, qu'elle était illégitime. Et elle a continué à avoir cette position constante depuis plus de 8 ans. Et la position de la Turquie par rapport à la crise, à la guerre que nous vivons actuellement en Ukraine, est inchangée. La Turquie a aussi été, de manière tout à fait transparente, le pays occidental qui a, depuis déjà plusieurs années, établi une coopération d'industrie du secteur de la défense avec l'Ukraine. C'est pour ça que, de manière tout à fait transparente, avec nos partenaires russes, nos voisins russes, qui sont donc informés publiquement, puisque rien n'est secret, de cette coopération entre la Turquie et l'Ukraine, notamment dans la fabrication, le montage en Ukraine ou l'exportation vers l'Ukraine d'un équipement récent dont on parle beaucoup, les drones armés. Mais tout cela n'empêche pas la Turquie d'avoir ces relations forcément proches avec la Russie, parce que la Russie est notre plus grand voisin. Nous avons des relations commerciales, politiques, touristiques très importantes avec la Russie. Et l'expérience la plus précieuse que nous avons acquis depuis plus d'une dizaine d'années dans nos relations avec la Russie, c'est que nous pouvons traverser toutes les difficultés, nous pouvons avoir les positions les plus opposées sur certaines questions, et on peut citer comme exemple la Syrie, mais cela n'empêche pas nos dirigeants de se parler et de se faire confiance, notamment en tant que personne, comme politique. Donc, l'équilibre est dans le fait qu'on puisse se faire confiance, se respecter, se dire les choses les plus difficiles quand il le faut, même si sur le terrain, nous avons des positions totalement opposées, où nos forces sur le terrain se retrouvent parfois à faire face à des groupes soutenus par la Russie. Mais, et je répète, l'expérience la plus importante acquise aussi bien par notre voisin russe que par la Turquie, c'est de pouvoir discuter de tout ça, c'est de pouvoir préserver nos relations commerciales, politiques, bilatérales, et c'est cette situation particulière qui a permis, et tant mieux, j'espère que nous arriverons à convaincre l'Ukraine et la Russie de se mettre autour de la table pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Mais c'est cela qui a permis à la Turquie d'avoir comme interlocuteur aussi bien le président ukrainien que le président russe, et d'aboutir notamment à cet accord qui permet aussi bien à l'Ukraine qu'à la Russie d'exporter le blé, et comme ça d'éviter
donc une pénurie de blé au niveau mondial. Et, mais comme j'ai essayé de l'expliquer, cette capacité de la Turquie ne porte ni atteinte aux relations et au soutien qu'elle donne avec les termes le plus forts à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais cela n'empêche pas la Turquie non plus de préserver ses relations bilatérales avec la Russie. Et un dernier mot sur cette question. Il a beaucoup été question de sanctions dernièrement. Et les sanctions que l'Union européenne a décidé d'appliquer vis-à-vis de la Russie ont beaucoup intéressé l'opinion publique, ont beaucoup été discutées. Et au début, certains de nos partenaires européens, donc membres de l'Union européenne, nous ont dit « Mais nous, Union européenne, nous avons décidé de telles sanctions vis-à-vis de la Russie, pourquoi vous ne les appliquez pas ?» Mais pourquoi, moi, alors que je n'ai même pas été invité à la négociation pour décider de quelles sanctions éventuellement peut être appliquées, alors que la Turquie n'a pas été invitée, par exemple, dans le format Gymnich, où un pays candidat peut être autour de la table avec les membres de l'Union européenne, alors que les membres de l'Union européenne n'ont pas eu le sens pratique, et je me permettrai de dire la décence d'inviter la Turquie pour écouter la Turquie aussi et de voir quelles seraient les sanctions les mieux adaptées, alors que cet effort n'a pas été fait, de quel droit ces partenaires européens demanderaient à la Turquie d'appliquer à l'aveugle des sanctions qui ont été décidées autour d'une table où la Turquie n'était pas présente. Donc la Turquie décidera elle-même des donc relations commerciales qu'elle préservera avec son voisin russe. Par contre, un autre détail important, et ce que nous disons très clairement à tous nos partenaires européens, c'est que la Turquie ne favorisera pas le contournement des sanctions européennes par son territoire, par ses acteurs commerciaux. Donc la Turquie n'a pas à appliquer les sanctions européennes à l'aveugle. La Turquie décidera elle-même des relations commerciales et économiques qu'elle continuera avec son voisin russe. Mais si un équipement particulier a été décidé par l'Union européenne pour ne pas être exporté vers la Russie, la Turquie ne favorisera pas le transit de ce même équipement par la Turquie. Notre but n'est pas de favoriser le contournement des sanctions, mais il est important que nos partenaires européens réalisent qu'ils ne peuvent pas espérer que des sanctions décidées sans la présence de la Turquie soient automatiquement appliquées. Et peut-être si la Turquie avait été invitée autour de la table, d'autres sanctions plus en tout cas plus pratiques, avec des effets mieux calculés, auraient pu être adoptées s'ils avaient écouté la Turquie. Je suis incapable de dire si c'est le cas, mais en tout cas, ce que je peux dire sans hésitation, c'est que si nos partenaires européens au sein de l'Union européenne avaient eu la bonne idée d'en discuter avec la Turquie, par exemple dans le format Gymnich, la Turquie aurait beaucoup contribué à ce débat. Donc, je peux encore parler de beaucoup d'autres sujets, de l'occupation par l'Arménie du territoire de l'Azerbaïdjan pendant 30 années, et de la réussite qu'a eu l'Azerbaïdjan en mettant fin à cette occupation en 2020.
et du soutien politique de la Turquie à l'Azerbaïdjan dans cet effort de mettre fin à l'occupation arménienne. Et j'insiste, soutien politique. Donc soutien politique total, mais en aucun cas un besoin d'envoi de milices syriens vers l'Azerbaïdjan, qu'on a parfois entendu, à notre grand étonnement d'ailleurs, ce qui est insultant pour la Turquie et insultant pour notre voisin azerbaïdjanais, comme si l'Azerbaïdjan avait besoin de milices syriennes pour mettre fin à cette occupation illégale. Mais cet exemple particulier, donc cette fausse information selon laquelle la Turquie aurait envoyé des milices syriennes en Azerbaïdjan, est un bon exemple du besoin de nos alliés, de nos partenaires européens, de vérifier une information qu'ils obtiennent au sujet de la Turquie avant de la répéter comme une vérité confirmée. Mais je pense que ceux qui ont répété sans réfléchir cette absurdité ont compris leurs erreurs entre-temps, et c'est tant mieux. Donc, si je devais résumer ce que j'ai dit en deux phrases, la Turquie n'a pas d'ambition néo-ottomane, n'a aucune politique expansionniste, mais elle est déterminée à jouer tout le rôle nécessaire dans sa région pour préserver ses intérêts dans les frontières de sa république fondée il y a 99 ans, avec cette volonté d'avoir les meilleures relations possibles avec tous ses voisins. Donc, comme disait Atatürk, paix dans la patrie, paix dans le monde. C'est l'objectif modestement exprimé, mais qui est ambitieux. On fait de notre mieux pour nous en approcher. Voilà, merci beaucoup.